Bienvenue à cette nouvelle table ronde AgiCap. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la dernière édition du AgiCap Data Pulse, donc une publication trimestrielle qui décrypte les tendances impactant la trésorerie des PME et ETI françaises. Le sujet plus particulier aujourd'hui, c'est le délai moyen de paiement, ou le DSO. Et pour cela, du coup, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi deux experts. Donc Étienne de Beauvillé, vous êtes le président fondateur de Finascense, cabinet de conseil opérationnel pour les directions financières. Et Charlotte May, vous êtes directrice pour le product marketing chez Agicap, le logiciel de gestion de trésorerie pour les PME et ETI. Merci tout d'abord à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui pour nous aider à décrypter ce sujet crucial. Si on reprend un petit peu de recul, je voudrais partager en préambule un constat alarmant peut-être. En 2025, le nombre de défaillances de PME et d'ETI a atteint un record, 2083 entreprises. C'est une hausse de 18% par rapport à 2024, donc c'est un signal assez fort. Et on a aperçu une autre tendance assez significative grâce à notre étude qui montre que le DSO moyen s'élève désormais à 65 jours, soit une augmentation de 2 jours par rapport à l'année 2024. Et donc, bien sûr, je souhaiterais avoir vos avis pour comprendre comment cette augmentation du DSO a forcément un impact sur la santé financière des PME et ETI. Étienne, là, je me tourne vers vous pour une première question. Le cabinet Finascense existe depuis 8 ans maintenant. Et je voudrais savoir comment vous avez vu évoluer les comportements de paiement des clients, des directions financières que vous avez accompagnés. Est-ce que vous avez vu des changements brutaux ou est-ce que ça a été au contraire une évolution assez douce? Merci Joseph. Globalement, si on prend un peu de recul, on n'observe pas de yo-yo massif en fait, sur les 8 dernières années sur le DSO dans sa globalité. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des défaillances d'entreprises qui sont quand même en revanche de plus en plus élevées. Je pense qu'il faut s'intéresser aux secteurs. Il y a des secteurs qui souffrent. BTP, immobilier au sens large, retail. Et finalement, en fait, le DSO est un des indicateurs qui reflète la dégradation, une dégradation potentielle de la santé financière d'une entreprise. Et dans le sujet de la trésorerie, très vite, on va s'interroger sur est-ce que le solde de trésorerie, est-ce que l'écoulement des flux de trésorerie est normal ou est-ce qu'il y a une dégradation? Et dans ce travail d'investigation, très vite, on va regarder le BFR et dans le BFR, le DSO. Et on va, voilà, effectivement. Ben ça, je serais justement curieux de savoir quels sont les leviers d'action plus concrets. Du coup, quand vous commencez une mission chez un de vos clients, donc vous parlez de cet aspect de cartographier la trésorerie. Quel est l'audit que vous menez et quels sont souvent les premiers conseils que vous apportez? Alors, la première étape, c'est la visibilité. C'est est-ce qu'on est en mesure d'établir un cash flow, ce qu'on appelle un cash flow. Donc, c'est un état d'écoulement des flux de trésorerie, idéalement mensuel, idéalement sur une période historique de 12 à 24 mois, pour observer effectivement comment se comportent les flux d'encaissement, de décaissement. Ensuite, on va essayer pour s'intéresser au sujet qui est le sujet du DSO, on va chercher à calculer un DSO, un délai moyen de règlement. Parce que ça, vous l'avez mentionné, il y a énormément d'entreprises qui n'ont pas voilà, cet indicateur. Voilà, exactement. Donc en fait, est-ce qu'on peut avoir cette information-là? Dans quelle mesure elle peut être fiable? Donc est-ce que, le client a une balance AG propre, fiable, exhaustive, dit autrement, donc un état des factures impayées échues, donc par bucket, 0, 30 jours, 30, 60 et plus. Est-ce qu'on a ce document-là? Si on ne l'a pas, est-ce qu'on peut le reconstituer? Et ensuite, est-ce qu'on peut avoir un délai donc pour la partie DSO, un délai de règlement donc par client, analytique, par catégorie de clients, etc. Voilà, pour faire un état des lieux. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est finalement, est-ce que c'est normal d'avoir telle évolution de DSO, on va dire une dégradation, donc une hausse. Et donc pour ça, quel serait le bon DSO, c'est un peu pompeux, mais qu'on appellerait normatif, quel serait le bon niveau de DSO pour l'entreprise, compte tenu de sa taille, de son secteur, de sa stratégie, etc. Donc là, on échange avec les opérationnels là-dessus. Et en fonction de ça, donc on a ce qu'on appelle un gap entre les deux, on va travailler sur l'optimisation de cet indicateur. Et bien ça, justement, c'est un peu le but du module qu'a développé Agicap il y a maintenant 3 ans.
Et justement, c'est un peu une forme de pari pour un logiciel initialement connu pour la gestion de trésorerie, de développer un module très opérationnel dédié au recouvrement. Charlotte, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement l'ambition initiale au moment de cette sortie de ce nouveau module? Oui, tout à fait. Donc, en fait, le module de gestion du compte client qu'on appelle chez nous Cash Collect, en fait, il est né d'un constat assez simple. C'est que les PME et les ETI gèrent leur recouvrement souvent de manière, on va dire, un peu artisanale. Ça peut être par email, ça peut être avec des Excel, voilà, avec des personnes qui sont plus ou moins dédiées au sujet. Et donc, en fait, cette lacune, souvent, a un impact direct sur la fiabilité de la trésorerie. Donc, notre ambition de départ, qui est toujours vraie d'ailleurs, c'est de construire le prévisionnel de trésorerie le plus juste et le plus fiable. Et donc, du coup, on a créé des briques additionnelles qui sont parfaitement connectées à la trésorerie. On a un outil qui couvre tout le cycle, donc l'intégration des factures clients, la partie relance de manière automatique et après l'analyse des comportements de paiement. Avec ça au niveau détaillé et au niveau consolidé aussi, du coup, pour avoir effectivement. Donc en fait, c'est vraiment le maillon manquant entre la partie trésorerie et la partie recouvrement. C'est vrai que je rebondis sur ce que dit Charlotte. En fait, le point majeur quand même, c'est est-ce que la structure a un outil de trésorerie déjà? Est-ce qu'elle est à l'ancienne, très artisanale, manuelle, Excel, ce qui peut fonctionner, mais jusqu'à une certaine taille, ou est-ce qu'elle a besoin d'avoir un outil de trésorerie? Et ça, c'est un des premiers axes à mettre en place. Donc, vous parliez de... Oui, parce que c'est sûr qu'il y a un impact financier avec le fait de ne pas suivre sa trésorerie. Direct. Et ça, justement, j'aimerais avoir Ouais, bien sûr. votre conseil expert là-dessus, sur ce sujet plus précis. Donc, si mon DSO se dégrade, que j'ai une augmentation des délais de paiement, quelles sont les solutions auxquelles je peux avoir accès pour justement réussir quand même à garantir la continuité de mon exploitation, malgré cette trésorerie piégée chez mes clients? Bon, alors, première réponse de base, c'est recouvrer. Et souvent, en fait, ça démarre comme ça, c'est on va déclencher une sorte d'opération commando recouvrement. Donc là, on fait un récap de tout ce qui est dehors, on s'intéresse au 80-20, donc au plus gros montant dehors et par client, et on va tenter de récupérer ce cash. Donc là, on va du coup se poser la question, est-ce qu'il y a un process de recouvrement? C'est vrai qu'un process est vital et surtout est souvent séquencé. Donc on parle de étape R1, R2, R3, enfin il y a des étapes. Voilà. S'il y a une dégradation de DSO, est-ce que c'est un problème de process? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y en a un mais qui n'a pas fonctionné? Est-ce qu'on a fait une relance? Est-ce qu'on a relancé bien relancé, mal relancé, etc. Bon bref, donc, est-ce que le process est de qualité? Si le process est de qualité, en fait, il y a un stade où effectivement il faut appeler les clients et se battre, en fait, hein, c'est un vrai combat, se battre pour récupérer ce cash. Là, souvent, il y a un échange à mener avec les opérationnels, en tout cas, on va dire les commerciaux, quand on parle de clients un peu stratégiques pour les structures, pour vérifier que, dans quelle mesure on peut relancer ce client, est-ce que c'est normal s'il n'a pas payé, quelles sont les conditions contractuelles de règlement, etc. Bon bref, il y a un travail de fond à mener en fait sur tous ces clients qui ne règlent pas. Mais souvent quand même, le point de base, c'est de prendre son téléphone et d'appeler ses clients. Et en fait, il y a beaucoup de structures qui ne sont pas forcément des petites structures, qui gagneraient à dédier du temps à rappeler ses clients et se battre effectivement pour récupérer ce cash. Et ça, du coup, en attendant que ce cash soit récupéré, Ouais. pour assurer la continuité de l'exploitation, Alors, quelles sont un peu les solutions de financement qui sont à disposition des directions financières pour... la première question, c'est en interne, que peut-on faire? Donc effectivement, en interne, on a parlé de est-ce qu'on peut raccourcir ce DSE, recouvrer, etc. Donc c'est des actions. Si on élargit un peu le scope et qu'on regarde maintenant le BFR, dont le DSO est une composante, comment est-ce que l'on peut optimiser ce BFR? On va se poser la question de quels sont les financements court terme en place dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on peut optimiser là-dedans. Et là, il y a un certain nombre de solutions qui sont disponibles sur le marché, qu'il faut travailler avec ses partenaires bancaires, et je dis bien le mot partenaire, c'est très important parce que une ETI, une PME, une ETI a besoin de vraiment travailler sa relation avec ses banques. Alors, idéalement, il faut plusieurs banques quand même dans une structure. Pas 50, mais il en faut quelques-unes pour challenger tout ça. Et donc, qu'est-ce que peuvent offrir effectivement ces banques? Donc là, il y a plusieurs solutions. Il peut y avoir une solution
de basique, est-ce qu'il y a du découvert bancaire dans la structure de l'entreprise? Et s'il n'y en a pas, en fait, allons en chercher, première étape. Deuxième étape, en fait, est-ce qu'une solution de factoring est pertinente, compte tenu en fait, du secteur, de la saisonnalité, d'un certain nombre de choses? Et même si ça a un coût, ça peut l'être. Donc, est-ce que c'est pertinent et est-ce que, du coup, on peut travailler ça avec un acteur spécialiste dans le domaine? Il peut y avoir pour des structures qui sont très impactées par les stocks, donc le milieu industriel, est-ce qu'il y a des solutions de gage sur stock, d'antissement sur stock, contre-financement, etc. Bon, bref, en fait, il y a plusieurs options. Il n'y en a pas une miracle. En fait, c'est une combinaison d'actions. Et donc du coup, ça, on voit qu'il y a clairement un levier d'action sur l'optimisation du résultat financier en recourant aux bonnes solutions et surtout en suivant le coût de chacune de ces solutions. Encore faut-il avoir le bon montant, une bonne idée de ce financement à aller chercher et surtout de savoir quand est-ce qu'il va être nécessaire. Charlotte, est-ce que vous pourriez justement nous expliquer pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui fait souvent défaut chez les clients d'Agicap avant qu'ils ne soient équipés d'une solution dédiée pour détecter en amont ces périodes de tension de trésorerie? Je pense que ce qui est clé pour détecter justement ces périodes de tension en trésorerie, c'est en fait de ne pas se fonder sur les hypothèses théoriques en fait, de paiement des clients, mais plutôt sur vraiment analyser la réalité et le comportement en fait, de paiement des clients. Donc en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut faire là-dessus. La première chose, c'est que déjà lier la partie trésorerie et recouvrement, ça c'est déjà gage d'avoir une information qui est à jour, puisque les informations communiquent. Et donc à chaque fois que la facture évolue dans son cycle de vie, on va avoir un prévisionnel qui va être adapté en fonction. Donc ça, c'est un peu la première chose. Après, nous aussi, dans Agicap, on analyse le délai moyen par client. Donc ça permet aussi d'avoir une information qui est plus juste que la date contractuelle d'échéance. On a aussi la date de paiement promise par le client. Donc ça, c'est une information qui vient directement de lui et qui permet aussi de fiabiliser même là à la maille de la facture et non pas même du client en général. Donc là, c'est de plus en plus précis. Donc ça, c'est les principaux leviers en tout cas qu'on met en place de notre côté pour fiabiliser et qu'on ait des signaux qui soient les bons finalement et pas uniquement du théorique. Et ça, j'imagine qu'une information fiable, à jour comme ça, c'est un levier énorme pour ensuite aller chercher des conditions de financement plus favorables pour les PME et les TI. C'est vital, en fait, ce que dit Charlotte. Moi, je suis tout à fait d'accord. En fait, il y a le théorique, on va dire le contractuel, et il y a la réalité. Ça, c'est vraiment très important, on part du réel. Et du coup, face à ça, on est en mesure de très vite aller voir les banques, parce qu'on a un état qui est fiable, qui est connecté en live aux banques du groupe. Donc on peut aller vite voir les banques avec un état qu'elles comprennent et du coup travailler ensuite des sujets d'optimisation beaucoup plus facilement. Parce que beaucoup de structures, en fait, ne sont pas forcément matures pour aller voir les banques face à des sujets comme ça, parce qu'elles ont besoin de structurer un prévisionnel de trésorerie avant. Donc le fait d'avoir un outil bien installé, bien paramétré, avec un prévisionnel qui est calé avec un budget transformé en cash et qui tient compte de l'historique grâce à cet outil-là, en fait, on gagne beaucoup de temps. Et après, j'imagine aussi, si on a des informations plus détaillées et à jour concernant les créances clients, si jamais je veux aller voir un factor, j'imagine que ça va me fournir aussi... Pour aller voir un factor, on a quand même un certain nombre d'indicateurs et de data à transmettre au factor. Et pour ça peut être aussi long à collecter, là on les a. Et peut-être un autre élément aussi par rapport aux facteurs et aux données historiques, c'est le côté saisonnalité. Il y a des business qui sont très saisonniers. Du coup, d'avoir l'historique sur 2-3 ans, ça permet aussi d'être plus clair sur les périodes au cours desquelles on aura besoin d'un financement et du coup de pouvoir anticiper d'une année à l'autre plutôt que d'être face au mur. Oui, parce que c'est vrai que la question, c'est pas finalement de combien j'ai besoin. En fait, c'est à partir de quand. En fait, à partir de quand je vais avoir besoin d'un financement et jusqu'à quand en fait. C'est arriver à mesurer ça. On a rarement besoin d'argent tout de suite pour 10 ans. Enfin, c'est pas ça le point. Et en fait, on a besoin d'être très fin là-dessus. Et d'ailleurs, c'est un gage de crédibilité aussi auprès des financeurs. C'est qu'en leur montrant un vrai prévisionnel, effectivement, qui intègre toutes ces choses-là, dont la saisonnalité, c'est vrai, on va pouvoir dire, vous voyez, là, sur cet écoulement, on a un gap de trésorerie à partir de dans X mois, et plus on est en amont, plus on est serein, mieux c'est, pour une telle période. Comment fait-on ? Et là, on est quand même beaucoup plus armé
pour échanger avec les banques. Et alors ça, du coup, je reviens sur ce que vous avez dit précédemment concernant les équipes commerciales. Évidemment, les directions financières portent ces sujets, mais elles ne sont pas toutes seules pour réussir à faire avancer ces problématiques liées au recouvrement. Nous, chez Agicap, le pari qui est fait, c'est justement de diffuser une culture cash. Et donc ça, Charlotte, est-ce que vous pourriez nous expliquer davantage par quoi ça passe concrètement pour les équipes au quotidien, que ce soit les équipes financières, mais aussi les équipes non financières? Donc effectivement, une culture cash, je pense que ça ne se met pas en place d'emblée au sein d'une organisation. Je pense que ça repose et ça se construit avec les bons outils, déjà d'un côté, et aussi les bonnes pratiques qu'on va mettre entre les équipes finances et les équipes commerciales. C'est un peu en duo. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. La première, c'est d'avoir des dashboards qui sont partagés. En fait, il faut que les informations comme le DSO, la balance AG, la performance du recouvrement, ça ne soit pas uniquement entre les mains du DAF, mais que ça soit des informations qui soient partagées plus largement et que les équipes, notamment commerciales, soient sensibilisées aussi à ces indicateurs pour savoir dans quel sens ça évolue et comment eux-mêmes peuvent avoir un impact. Donc ça, c'est une première chose. Je pense qu'après, il y a aussi les équipes commerciales, elles peuvent être plus ou moins incentivées sur cette performance. Donc ça, c'est pas forcément facile à mettre en place, mais on peut aussi considérer que une vente qui n'est pas facturée, ce n'est pas une vraie vente, ou que le DSO intervient d'une certaine manière dans la partie incentive des commerciaux. Donc ça, c'est effectivement c'est un vaste sujet. Peut-être on peut aussi se dire de manière peut-être un peu plus subtile que le processus, la structuration du processus, en tout cas de la relance, il est co-construit et qu'il y a une co-responsabilité entre les équipes finances et commerciales et qu'en fait aussi le fait de partager les données et que chacun est responsable d'une certaine manière de cet objectif, ça permet d'impliquer en fait les deux parties. Dans Agicap, on a aussi une section qui est un peu CRM en fait de chaque client. On a toutes les informations qui sont centralisées sur les informations du client, les actions qui ont été effectuées, son statut. Ça fait aussi que tout le monde peut avoir accès et savoir quel est le statut d'un dossier pour pouvoir agir au bon niveau. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on avait mis en place de ce côté-là. Ça, j'imagine, c'est très important d'avoir cet aspect collaboratif pour que tout le monde puisse suivre où en est chacune des créances clients. Et ça, Étienne, vous nous aviez aussi mentionné le fait que souvent, un DAF, surtout quand il arrive dans une structure, n'est pas forcément au fait de toutes les pratiques de son équipe commerciale, notamment les pratiques de facturation. Et ça, du coup, est-ce que vous avez des conseils sur comment avoir une cartographie exhaustive de la façon dont les différents clients sont gérés par l'entreprise? Ce qui est vital, c'est effectivement cette interaction entre le directeur financier et les responsables de compte, enfin la direction commerciale. Le DAF, il a absolument besoin de passer au peigne fin toutes les conditions contractuelles des clients de l'entreprise. Alors évidemment, si on est une entreprise avec des milliers de clients, je parle des grands comptes, enfin il faut qu'il fasse son travail de 80-20, mais il doit être parfaitement au fait des conditions contractuelles, contrat cadre, etc. Et donc de pouvoir mesurer l'écart entre les deux. Après, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas un rôle facile, et c'est un rôle qui est souvent qui n'est pas apprécié en fait dans une entreprise. D'aller réclamer effectivement en interne des explications sur pourquoi tel client n'a pas réglé, etc. C'est pas un rôle facile. Le DAF, il est responsable de ça, mais je suis tout à fait d'accord avec Charlotte. L'enjeu, c'est cette notion de responsabilité. Il faut qu'elle soit partagée avec la direction commerciale. Parce qu'un client, facturer un client, c'est très bien, mais si ce client ne paye pas, en fait, in fine, la société, elle peut avoir ça peut être très compliqué. Et donc, il a besoin de partager cette information et de comprendre pourquoi tel client n'a pas payé, etc. Et souvent, ça peut donner lieu à des échanges un peu complexes, parce que le commercial peut lui dire, écoute, c'est normal, je m'en occupe, attends un peu, je travaille d'autres sujets, je vais vendre d'autres choses, etc. Et en fait, il y a un stade où le directeur financier, en étant très amical, doit à un moment donné dire stop. On pose le stylo. On a fait ce processus de première relance automatique, ok, de deuxième relance, voilà. Il n'y a toujours rien. J'entends tes explications, tu m'as demandé X jours de plus pour telle et telle raison qu'on comprend totalement, mais là maintenant, en fait, ce client n'a toujours pas réglé. Et en fait, le directeur financier, c'est un peu le garant du « je pose le stylo », et là maintenant, il faut absolument que ce client règle, donc je passe à l'étape suivante. Et toi, commercial, en fait, tu dois valider en fait ça, tu dois être OK avec moi. Cette relation-là, elle peut très bien se passer, elle crée de la valeur, clairement, mais elle est vraiment vitale. Ouais, donc du coup, réussir à vraiment avoir un processus objectif, partagé par tous. Objectif, que l'on comprenne le pourquoi de cet impayé,
et ensuite que les actions de recouvrement derrière, qui peuvent être de plus en plus musclées, que la responsabilité soit endossée effectivement par le DAF et par le commercial. Ce qui peut être aussi bien, c'est de montrer l'impact en fait de la réduction du DSO. Enfin, pourquoi c'est si important? Parce qu'on peut se dire, pourquoi c'est si important? Mais en fait, gagner X jours, ça représente X euros, XK euros. C'est et très du coup, vrai. ça permet Très vrai. d'avoir la culture cash, l'autofinancement. ouais. Et donc, il y a peut-être tel projet qu'on va pouvoir s'autofinancer en plus plutôt qu'à recourir à un facteur ou à un la autre pédagogie, moyen. vous avez tout à fait raison. La pédagogie, c'est la meilleure solution. C'est d'expliquer en fait l'impact et pourquoi pourquoi l'entreprise en pâtit. Vous avez tout à fait raison. Surtout qu'il y a aussi des dynamiques parfois complexes pour certaines entreprises qui font face à des clients bien plus gros qu'elles pour certaines. Et du coup, on a intérêt à avoir cette collaboration. Et du coup, ça justement, je serais curieux d'avoir votre avis, Étienne. Quand un client majeur pour une entreprise décide unilatéralement de payer plus tard, quelles sont les bonnes pratiques, les recours peut-être aussi que l'entreprise a pour se protéger face à ce client-là? Quand on a une distorsion un peu comme ça, première question, quel est le niveau de dépendance vis-à-vis de ce client? Dit autrement, quelle est la concentration de ce client en fait dans le PNL de l'entreprise? Ça va nous donner quand même une idée du rapport de force. Et du coup, on a besoin de mesurer ce rapport de force. Dans quelle mesure, finalement, on peut réduire en fait cette dépendance peut-être par une mise en concurrence avec d'autres acteurs. Enfin, en tout cas, mesurons cette dépendance et mesurons ce rapport de force. Bon. Si on part du principe que l'entreprise elle est un peu clouée avec ce client, qui du coup lui impose des conditions contractuelles, enfin qui dévisse, du coup j'en déduis par rapport au contrat, parce qu'à l'origine quand même il y a un contrat qui a été mis en place, donc signé, donc avec des conditions plutôt acceptées. Donc si ça dévisse et que ce client impose ça, ce client est-il en défaillance? Est-ce que sa santé financière ne lui permet plus d'avoir la trésorerie pour payer? Donc là c'est quand même pas la même que est-ce que ce client en fait est un peu vertical dans cette décision et qu'il n'y a pas vraiment d'explicatif rationnel. Et en fonction de ça, on va pouvoir muscler un peu les choses. Mais ce qui est vrai, c'est que ce sujet-là, on est très en aval déjà. En amont de ça, en fait, on ne devrait, enfin en tout cas, peut-être une stratégie financière, c'est de travailler, alors vous allez me dire c'est facile, mais travailler en tout cas de réduire ce risque de concentration au sens massif du terme. Merci Étienne pour ces descriptions sur comment on peut se prémunir contre ce rapport de force défavorable. Toutefois, si on doit en subir les conséquences, Charlotte, vous pourriez aussi nous donner quelques bonnes pratiques pour dimensionner l'impact de ces retards de paiement et surtout, encore une fois, réussir à les anticiper pour ne pas les subir le moment venu. Donc effectivement, comme vous disiez tous les deux, on arrive assez en aval une fois qu'on est dans ce rapport de force assez défavorable. Donc c'est pas forcément facile de faire changer les choses. La question c'est plutôt comment on peut s'organiser pour que, en tout cas, la trésorerie reflète cette réalité et comment on peut du coup l'absorber au mieux. Donc on a les dates du coup de paiement qui permettent de prendre en compte. Donc si on a un client qui paie toujours à 75 jours au lieu des 45 jours, du coup ça, on va pouvoir le planifier dans la trésorerie et en tout cas l'anticiper. Éventuellement, avoir recours à des financements court terme s'il y a un trou dans la trésorerie qu'il faut combler. Après, je pense que ça n'exclut pas quand même les relances préventives et qu'on peut se dire qu'on peut essayer de gagner un petit peu de temps déjà sur ces clients mauvais élèves et avant la date d'échéance, déjà de commencer à envoyer une première relance assez amicale, disons. Et après, la dernière chose qu'on peut faire, c'est configurer des scénarios, de voir en fait si les gros clients qui représentent une partie importante du recouvrement sont en retard de X jours. Quel est l'impact sur la trésorerie et donc du coup quelles sont les actions à mettre en correctif. Et ça c'est quand même une grande chance qu'ont les directions financières aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une amélioration significative des capacités des outils qu'elles ont à leur disposition. Et donc évidemment c'est un sujet qui est de toutes les conversations avec l'intelligence artificielle. Charlotte, je pense que c'est intéressant de justement expliquer comment est-ce que les directions financières, derrière toutes ces promesses, peuvent concrètement s'en servir pour avoir une stratégie de recouvrement plus efficace, mais aussi pour avoir un suivi plus précis de leur trésorerie. Sur le scope, sur la partie recouvrement, donc nous on a développé plusieurs fonctionnalités IA, c'est un périmètre sur lequel ça fonctionne bien. Donc on va dire que la première qui est un peu plus historique, c'est en fait l'extraction des données clés des factures clients, donc via OCR. Donc ça permet de centraliser toutes les données et d'éviter toute la saisie manuelle. Donc c'est plutôt vraiment une
partie gain de temps. Il y a aussi la partie catégorisation qui apporte de la valeur, qui sont sur tous les types de transactions, pas uniquement celles liées au côté client. Mais donc du coup, ça permet d'avoir des analyses aussi sur toutes les transactions en temps réel. Une autre fonctionnalité qui est très appréciée des clients, c'est la génération de mails pour les clients en fonction du contexte, du niveau de retard de paiement et donc aussi de l'historique du comportement de chaque client. Et donc là, ça va générer des emails avec un ton qui est adapté, ça peut être amical, cordial, ferme, quand le ton monte progressivement. Et donc ça permet en fait de personnaliser les relances sans y dédier des heures vraiment colossales par semaine. C'est justement parce que ce que disait Étienne, c'est qu'il y a rarement une personne spécifique dédiée au recouvrement. Enfin, ça reste des tâches qui sont très répétitives. Et ça, à vous entendre, Charlotte, on a l'impression que du coup, on peut beaucoup plus facilement automatiser, passer à l'échelle, gérer un volume bien plus important de messages à envoyer, de relances à effectuer, grâce à cette architecture nouvelle. Effectivement, ça soulage en fait les équipes de toutes les tâches assez répétitives et ça permet que ces équipes-là ou ces personnes-là qui sont parfois en double casquette peuvent se concentrer sur les actions clés où on a encore besoin d'humains, soit les cas très complexes et ça ne va pas être avec des relances automatiques que ça va résoudre le problème, ou alors voilà, enfin, les cas complexes. Et après, les discussions un peu stratégiques avec les clients clés, où là, c'est vraiment de l'humain qui reste. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a un vrai enjeu de détecter, enfin d'alerte en fait dans le DSO. C'est vrai que d'avoir une vision très précise du DSO par client réel, hein, et tout d'un coup, en cas de dépassement, d'être informé en fait en temps réel tout d'un coup un allongement de ce délai, en fait, ça permet d'être beaucoup plus réactif. Et ça manque beaucoup, ça. Moi, je voulais juste revenir sur un point aussi qui est lié à l'IA aussi, c'est le scoring des clients et la veille en fait du portefeuille client, parce que en fait les clients vivent des choses et en fait on a besoin de vérifier aussi l'évolution de la santé financière de nos clients. Beaucoup de données sont disponibles quand même globalement. Alors pas toutes, mais beaucoup de données sont disponibles, en tout cas des grands agrégats sont disponibles de santé financière. Ça, vous pensez à quoi par exemple comme indicateur ? De manière très basique, dès qu'une société publie ses comptes, je pars du principe qu'elle publie ses comptes, alors, en fait Papers ou Société.com, enfin, en tout cas les sites ad hoc, nous donnent tout de suite le compte de résultat, donc on peut tout de suite voir, compte de résultat et puis bilan, grands agrégats du bilan. Donc on peut voir effectivement déjà l'évolution du chiffre d'affaires, le résultat, EBITDA, EBIT et résultat net. Et puis en face, on voit côté le comportement du passif, notamment. Enfin, créance client actif mais passif, voilà, comment ont évolué les dettes financières, le BFR, etc. Et en fait, en un coup d'œil, on peut quand même, on peut assez vite se poser la question d'un risque de défaillance et donc d'un risque d'impayé chez soi. Et l'IA, en fait, est un outil qui est quand même super pour nous permettre d'obtenir ces infos. C'est ça, je rebondis là-dessus parce qu'on entend beaucoup de promesses, mais qu'il y a quand même un certain nombre de prérequis, à valider en amont. Et un de ces prérequis, c'est quand même la qualité des données entrantes. Et ça, justement, Charlotte, avec l'état de l'art que vous connaissez des différentes solutions, quelles sont les bonnes pratiques à avoir en tête si jamais je veux être capable de pouvoir utiliser les fonctionnalités que vous avez décrites? Quels sont les prérequis en termes de données que je dois réaliser en amont et peut-être d'autres vérifications aussi à faire en termes de processus ou d'organisation interne? Oui, donc sur ce côté-là, je pense on parle souvent des fonctionnalités qui sont disponibles dans un outil. Je pense que la partie infrastructure aussi des données, comment elles sont structurées, comment elles sont protégées, c'est aussi un volet qui est très important et qui sera de plus en plus regardé, je pense en plus à l'avenir avec les fraudes qui deviennent quand même fréquentes. Sur la partie infrastructure, ce qui est important, je pense, c'est les connexions avec les différents outils. Le fait qu'Agicap puisse se connecter avec différents ERP, c'est très important que ces connexions elles soient fiables, que l'information qu'on récupère dans Agicap soit vraiment le miroir parfait de l'autre outil auquel on se connecte. Voilà, on veut qu'Agicap soit la source de vérité, donc il faut qu'elle prenne elle-même des données fiables. Après, il y a la partie chiffrement des données qui est importante. On travaille sur des données sensibles, des données bancaires, des données de clients. Donc il faut qu'elles soient protégées avec les normes RGPD, ISO 27001, qui seront aussi prises en compte par les clients quand ils vont faire des appels d'offres et qui vont benchmarker différentes solutions. Donc ça me paraît important, en tout cas sur la partie architecture, protection, confidentialité de la donnée, qui soit au service finalement de l'information. Et ça, du coup, c'est sur la partie outillage, mais on a aussi la chance peut-être de vivre un moment assez
spectaculaire en France avec un nouveau cadre qui arrive pour régir les relations entre fournisseurs et clients avec la réforme de la facturation électronique. Et ça, du coup, Étienne, j'imagine que ça doit être un des sujets particulièrement prioritaires cette année pour les directions financières que vous accompagnez. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, quel va être l'impact de cette réforme et comment est-ce qu'elle peut aider les PME et ETI que vous accompagnez? La facturation électronique, elle oblige à revoir les process, en fait, du coup, les grands process, order to cash, purchase to pay, notamment, d'une structure. Donc, elle est digitalisée, elle est raccourcir. Je vous cite un exemple d'une entreprise que j'ai en tête qui nous disait, en fait, j'ai un problème avec mon DSO qui s'est littéralement dégradé. Ok, très bien. Et en fait, en regardant de plus près l'entreprise, on s'est aperçu qu'elle mettait un nombre de jours très conséquent à facturer. En fait, ce n'était pas un problème, les clients réglaient plutôt bien, c'est qu'en fait, elle mettait trop de temps à facturer. Problème de process de facturation, c'est basique. Bon, en fait, la réforme de la facturation électronique doit être perçue comme quelque chose qui va créer de la valeur, et non pas comme une vraie contrainte. Donc c'est effectivement un très gros chantier 2026. Ça, j'imagine. Mais ce que je trouve intéressant, c'est quand même de voir aussi la mine d'or d'informations que cette réforme va créer, puisque maintenant, on n'aura plus besoin d'appeler son client pour savoir où on est à chaque facture. Et ça, Charlotte, j'imagine que pour Agicap, cette quantité d'informations-là, c'est quelque chose qui va pouvoir être utilisé pour justement fiabiliser le prévisionnel. Oui, effectivement, on le présente vraiment comme une opportunité, en fait, plutôt qu'un risque ou qu'une contrainte vraiment réglementaire. Et en fait, ça va permettre de passer d'un recouvrement plutôt réactif à un recouvrement qui sera plus proactif. Donc, on aura des informations, on saura très bien quel est le statut de la facture. Donc, on va pouvoir adapter le recouvrement et se dire, voilà, on n'a pas eu d'action depuis 28 jours à cette facture qui est toujours chez le client, mais enfin, il ne s'est rien passé. Donc, du coup, on va pouvoir lancer une action proactive. Ça peut être aussi avec les différents stades, différents statuts de la facture. Quand la facture va passer à des stades plutôt avancés, on va se dire, ok, le paiement est imminent et donc du coup, la probabilité de recevoir cet argent va augmenter. Donc ça va permettre de fiabiliser aussi le prévisionnel. Donc en tout cas, nous, c'est vraiment le discours qu'on tient. C'est plutôt le côté prenez-le comme une opportunité et d'enrichir en fait à la fois le prévisionnel, d'améliorer le recouvrement et globalement la trésorerie. Et ça, peut-être du coup, un mot de la fin sur... si je suis un DAF qui ne sait pas si un outil dédié au recouvrement peut vraiment l'aider parce que mon entreprise, finalement, je connais les personnes, je ne vois pas forcément un passage à l'échelle grâce à un outil dédié. Charlotte, est-ce que vous auriez quelques éléments justement pour éclairer cette décision concernant le fait de savoir si un outil va avoir un vrai retour sur investissement et va pouvoir soulager mes équipes, mais aussi délivrer potentiellement un meilleur résultat financier? Je pense qu'il y a quelques signaux auxquels il faut que les équipes finance soient alertes de ce côté-là. La première, c'est le franchissement de certains seuils qui doivent du coup donner lieu à une alerte. Typiquement, une trésorerie qui est proche de zéro, le paiement des salaires ou le paiement de certaines grosses factures qui sont décalées dans le temps. Donc ça, c'est quand même des signaux assez forts qui disent « Ok, là, on a un problème de trésorerie, donc il faut qu'on s'équipe aussi d'outils et qu'on travaille mieux qu'on améliore le DSO. » Ça peut être aussi pour les entreprises, les ETI qui sont en contexte multi-entités, multi-pays, donc il y a un enjeu de consolidation. Donc en fait, là, pour avoir une vue globale à temps, c'est sûr que sans outils, sur les Excel, ça a vite ses limites. Donc là, il n'y a pas de question. Je pense qu'au-delà de la dimension aussi franchissement de seuil, il y a la dimension automatisation qui pour moi est aussi un argument qui en tant que tel doit convaincre. On regarde le temps qu'on doit passer pour relancer les clients, c'est un temps qui est colossal, mais aussi pour construire sa balance AG, comme vous mentionnez au début, Étienne. Et si à chaque fois qu'on demande la balance AG, en fait, il faut X heures pour la produire, en fait, c'est que là, déjà, le ROI, il se vérifie automatiquement. Donc ça, c'est les principaux cas. Voilà. Et après, la dernière chose, c'est qu'aussi, il faut voir le recouvrement, pas comme un luxe, mais comme vraiment un moyen de financement. On l'a mentionné aussi très rapidement tout à l'heure, mais c'est vraiment de se dire, voilà, je gagne 7 jours de DSO, voilà ce que ça me rapporte en trésorerie en plus. Et donc, du coup, ça va être aussi l'autofinancement et finalement l'absence de recours à des moyens de paiement qui va être valorisé. Et ça, c'est en général quelque chose qui parle bien aux directions financières. Et Étienne, vous qui avez déjà installé ce genre d'outils chez les clients, il y a peut-être aussi souvent une crainte que c'est des outils qui sont lourds à installer, qui sont lourds à déployer, avec l'intégration des données, la formation. Est-ce que ça, peut-être aussi, vous avez quelques conseils pour rassurer? Nous, on est vraiment des archi-convaincus de cette solution. Un outil de trésorerie comme Agicap peut se déployer
de manière rapide. En 2-3 mois, c'est paramétré, il y a de l'analytique dedans, on voit, c'est une mine d'or d'informations. Nous, on met beaucoup ça en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une connectivité directe avec les banques de la structure. Et ça, on le met en regard, par exemple, de tous les autres indicateurs de performance financière qui sont plus longs à sortir, parce que ça nécessite de travailler un peu dans la comptabilité, des arrêtés mensuels, etc. Donc en fait, l'ERP Trésor, une ETI qui n'a pas de ERP Trésor et qui plus est multi-entité, ça c'est vrai, elle est très gagnante à mettre en place un outil comme Agicap. Le contexte actuel fait que nous, on se décrit beaucoup en ce moment comme des DAF de trésorerie. On est des DAF de cash en ce moment. Dans des périodes de croissance, c'est la top line, c'est le chiffre d'affaires, il y a les marges, etc. Mais là, c'est vraiment le sujet du moment, c'est la trésorerie, parce que effectivement, c'est le nerf de la guerre, et quand ça va moins bien, c'est par là que ça commence. Et donc, une des premières actions que l'on met en place dans toutes les missions de structuration financière que l'on déploie dans les ETI et les PME, c'est la mise en place d'un ERP de trésorerie comme Agicap. Et on le pousse. Et pour nous, le ROI, en tant que DAF, et c'est très objectif ce que je veux dire, le ROI, il est immédiat. Il est quasi immédiat. Certes, la solution a un coût, ok, mais en fait, il n'y a rien de tel que de voir en temps réel son PNL cash, donc toute sa performance financière, mais au travers de ses flux, dans un groupe qui est à multi-entité, France, internationale, etc. Donc vraiment, c'est une solution qu'on pousse énormément. Mais je pense que c'est même, il y a des moments, c'est même un peu vital. Beaucoup de TI sont beaucoup sous Excel, avec des maquettes un peu complexes, données pas exhaustives, etc. Et passent un temps fou manuellement à sortir la donnée, etc. etc. Donc vraiment, c'est une solution qui est très avantageuse. Parfait, un grand merci à tous les deux pour vos éclairages. Et puis du coup, je vous invite à parcourir le DSO par Agicap Datapulse sur les tendances concernant les délais de paiement des PME et ETI françaises. Merci à tous les deux. Merci Joseph. Merci Joseph. Charlotte. Merci Étienne.